Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau Mardi de l'égalité, dernier de l'année 2022. Nous allons avoir le plaisir aujourd'hui d'accueillir une collègue de l'UBO, donc Université voisine de Brest. Je profite pour saluer les collègues brestois qui nous suivent aujourd'hui ou qui nous verront en différé donc sur l'ERDU. Je suis Jérôme Hénaud, je suis vice-président de l'université, j'ai en charge entre autres l'égalité, donc les problématiques d'égalité dans le cadre des Mardis de l'égalité que nous organisons grâce à Sarah Dessin et à toute son équipe du service culturel. Donc nous accueillons aujourd'hui Géraldine Leroux, anthropologue, qui va nous présenter son travail, à la fois travail de recherche d'anthropologue, je le disais, mais aussi travail engagé avec donc un groupe de femmes en particulier, donc les Sea Sisters. Et dans le cadre de ce projet donc anthropologique, on va voyager en voilier, entre autres dans le Pacifique, me disait-elle. Donc ça va nous réchauffer un peu, il fait frais dans cette salle ce soir. Donc on va avoir un beau voyage avec des beaux engagements autour de la thématique de la mer, de la pollution de la mer, des déchets plastiques en particulier. Si cela vous intéresse, bien évidemment, nous aurons un temps d'échange après la conférence de Géraldine. Et puis vous pourrez aussi donc vous procurer ou feuilleter le livre de Géraldine qu'elle a édité en 2021, qui s'appelle qui relate cette expédition à la voile dans le Pacifique, Sea Sisters, un équipage féminin à l'épreuve de la pollution. Et donc nous sommes sur une problématique à la fois d'engagement militant pour la diversité, donc au regard du prisme de l'engagement des femmes en particulier, donc dans cette présentation et dans ce travail de Géraldine, mais aussi plus largement donc dans des débats qui agitent beaucoup aujourd'hui la société, l'engagement de la société contre la pollution ou pour la lutte contre la pollution et ce phénomène très particulier et donc de plus en plus invasif que sont les déchets, en particulier les déchets plastiques dans l'océan. Donc Géraldine va nous immerger à tout point de vue dans ce travail et dans les constats qu'elle a pu tirer de cette expédition. Je lui disais parce qu'on en fait des très belles choses aussi. Que moi j'avais eu, à titre très personnel, un gros choc esthétique en voyant le travail d'un plasticien qui récupère des déchets plastiques, des mégots, etc., qui en fait des mobiles absolument merveilleux. Donc on pourra en échanger tout à l'heure. Mais il y a des gens qui, heureusement, nous font voir le monde avec poésie, malgré cet objet un petit peu inquiétant dont il et elle s'emparent. Donc ce mardi a été co-organisé, je le disais tout à l'heure, avec nos collègues de l'UBO. Merci encore à eux et à elles d'être présents à distance ce soir. Et aussi en collaboration avec les mardis éco-solidaires de l'ESS Cargo, donc notre partenariat pour l'économie sociale et solidaire, très engagé à Rennes 2. Donc merci à Géraldine, je vais lui laisser la parole tout de suite. Et merci à nos traductrices en langue des signes qui sont, comme toujours, les bienvenues ici. Merci à vous. Un grand merci, Jérôme, monsieur Hénaud, pour ces mots. J'espère qu'en effet, je vais faire honneur à cette notion de poésie. Et j'espère également que je vais vous réchauffer. Ça, c'est sûr qu'au bout d'une heure, vous risquez d'avoir un petit peu froid sinon. Un grand merci aussi à toute l'équipe des Mardis de l'égalité qui ont fait un travail remarquable depuis plusieurs mois pour organiser cette journée. Et puis merci à vous bien sûr d'être là à la fois en présentiel et puis ceux qui seront en visio. Alors, j'ai été invitée en effet à présenter mes deux ouvrages. Donc Sea Sisters qui s'appelle Sea Sisters, un équipage féminin à l'épreuve de la pollution dans le Pacifique, qui en effet est sorti en 2021, a reçu sous quelques mois un prix auquel je ne m'attendais pas du tout, le prix du livre engagé pour la planète. Alors je dis de temps en temps que je suis un peu surprise parce que je ne me présente pas a priori comme une militante. Voilà, je suis humble, j'ai juste envie de dire que je suis juste une enseignante-chercheuse. Voilà, j'essaye de bien faire mon métier, à la fois d'enseignante, de chercheuse, également aussi pour l'administratif, mais celui-là, on va le laisser de côté ce soir. Et donc, en effet, je vais vous présenter ce projet parce que c'est un projet qui peut intéresser tout un chacun, puisque c'est de la science participative. On dit aussi de la science citoyenne. Et puis, j'ai été invitée aussi à présenter mes travaux
qui donne lieu à la publication prochaine, en l'occurrence le 16 décembre prochain, d'un autre livre, mais que je vais vous présenter en avant-première. Et l'éditeur m'a annoncé qu'aujourd'hui, il serait déjà en vente sur son site internet. Et donc cet éditeur, c'est le Muséum national d'histoire naturelle. Donc je suis très heureuse de collaborer avec eux dans cette collection qui s'appelle « Nature en société ». C'est un très joli titre de collection qui va nous amener en effet, et ça va être un peu le fil conducteur de cette communication aujourd'hui, de voir qu'il n'y a pas la nature d'un côté et la société humaine de l'autre. C'est un truisme, d'autant plus pour nous anthropologues, mais il est important de le dire et de le redire. Donc ce livre, cet art des Gosnets, il est issu en fait de terrains de recherche que j'ai mené depuis à peu près une dizaine d'années. J'ai eu la chance de faire, il y a très longtemps, une thèse en Australie, et je n'ai cessé de retourner à la fois en Australie, mais aussi plus généralement dans le Pacifique, sur plusieurs îles océaniennes. Et j'ai aussi fait des terrains, des enquêtes, là où je vis et travaille, donc en Bretagne, à Brest, mais plus généralement dans le Finistère, auprès à la fois de glaneurs, peut-être des gens comme vous et moi, qui, le week-end, la journée, allons sur la plage, et puis finalement, on vient prélever, collecter, chercher parfois des éléments, soit d'origine naturelle, soit d'origine anthropique. Et quelle est la différence de ramasser un petit bout de plastique que de ramasser un coquillage, une laisse de mer d'origine naturelle? Et en fait, il y a des formes d'ambivalence. Des formes d'ambivalence dès lors que l'on parle du plastique, et plus encore dès lors que l'on parle du plastique marin, du déchet marin. Et je trouve que l'art a en effet cette qualité extraordinaire de pouvoir mettre en lumière et nous inviter à penser à nos formes d'ambivalence, voire même au paradoxe que l'on peut avoir. Et donc, en fait, ma démarche d'anthropologue, mais aussi en effet de commissaire d'exposition, va chercher à éclairer différentes ambivalences que ces filets de pêche abandonnés, perdus en mer ou délestés volontairement vont susciter entre urgence écologique, entre engagement esthétique, mais aussi une valeur mémorielle, un désintérêt, et puis aussi parfois même un engagement économique. Et donc, ce livre explique le travail d'une centaine d'artistes autochtones, mais aussi non autochtones, donc principalement en Australie et dans le Pacifique, mais également en Europe et dans les Amériques, qui réinterprètent le filet de pêche. Ils vont vraiment le déstructurer pour en tirer littéralement un fil, et ce qui va leur permettre en fait de travailler l'art de la vannerie, de la sculpture, voire aussi des formes plus abstraites, empruntées par exemple au monde de l'art contemporain. Et en fait, in fine, ces dispositifs artistiques vont nous permettre de questionner la place du plastique et comment est-ce qu'aujourd'hui, on doit faire monde avec ce plastique qui est à la fois une matière, mais aussi un objet. La femme sur un navire, elle porte malheur. C'est là une expression que peut-être certains d'entre vous ont déjà entendue. C'est une expression que certains déclament, parfois avec fierté, parfois avec un petit sens de l'humour, parfois pour titiller autrui. Cette assertion, on la retrouve dans de nombreux témoignages d'hommes et de femmes, pêcheurs, pêcheuses, scaphandrières, officiers de la marine marchande, etc., qui toutes et tous ont vécu des stéréotypes liés au genre. Et nous-mêmes, membres de Travel Age, donc un bateau de 72 pieds à peu près, donc ça fait 21 mètres de long, on en a fait l'expérience très régulièrement. À plusieurs reprises, par exemple, on nous a demandé « Mais il est où le skipper? Il est où le capitaine ?» Elle est là, c'est Anna. Bon, là, en l'occurrence, c'est Maggie, mais c'est son second. Et
Et bien sûr, actualité oblige, vous avez tous vu la route du Rhum, vous avez vu les exploits des 7 skippeuses, et vous vous souvenez sûrement de voilà, Florence Artaud, Isabelle Autissier et bien d'autres. Mais statistiquement, les femmes sont sous-représentées dans le secteur de la voile, du nautisme plus généralement. Et même si le taux de féminisation de ces métiers augmente dans un certain nombre de pays, à l'échelle mondiale, seulement 2% des marins employés sont des femmes. Le chiffre peut parfois être plus élevé, mais en général, c'est qu'il intègre celles qui sont au guichet, celles qui accueillent, mais pas celles qui travaillent directement sur le navire. Manque d'informations sur ces métiers et puis surtout poids des traditions socioculturelles peuvent expliquer cette situation. Alors j'avais envie encore de commencer cette introduction en citant un grand nom. Est-ce que le nom de Jeanne Barret vous est familier? L'expédition de Bougainville, un peu plus peut-être. Voilà, Bougainville, 1767. Eh bien, gros tour du monde, expédition qui sert à la fois à cartographier des terres, donc à permettre par la suite une certaine expansion de l'Empire, mais aussi à comprendre les choses de ce monde, la faune, la flore, les populations. Et en fait, on a à bord de cet équipage un individu qui est une femme, qui se cache, qui se déguise comme un homme pour embarquer, qui va réussir à vivre pendant plusieurs mois au milieu des marins sans être reconnue. Et puis, bon, finalement, son identité va être révélée. Je passe sur toute cette situation-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle va être nommée femme extraordinaire par Louis XIV. Et elle a été la première femme à faire un tour du monde. Et en fait, révéler la possibilité, susciter la conversation, engendrer le désir et des vocations sont là des dynamiques qui ont motivé le projet Expedition, ou en français Expédition, ainsi que l'association française qui s'appelle Women for Sea et dont je suis également ambassadrice. Alors, la question du genre n'est pas au cœur de ma communication aujourd'hui, parce que je suis plutôt anthropologue océaniste. Moi, je travaille plutôt sur les sociétés océaniennes, je travaille plutôt sur l'art. Donc la question des genres ne relève pas de ma spécialité. Mais il est évident que la mise en place d'une telle expédition et sa réalisation vont m'amener à discuter aujourd'hui pendant 1 heure de ces questions, de même que l'art et certaines formes artistiques nous amèneront à parler de la place des femmes en Océanie et de leur rôle dans ces questions écologiques et dans la préservation de certains environnements. Selon la Banque mondiale, ou encore, je voyais dernièrement un des rapports du GIEC qui avait été publié en 2007, eh bien, les femmes sont les premières à être impactées par le réchauffement climatique. Alors, il ne s'agit surtout pas d'être dans une forme d'essentialisme, mais plutôt d'identifier les manques, de comprendre les manques, d'identifier les leviers de changement. On pourrait, d'un point de vue presque factuel, lister que, en effet, dans bien des pays, les femmes sont celles qui se chargent de l'unité domestique et donc de nourrir la maisonnée. Et dès lors que la raréfaction des points d'eau est attestée, eh bien, on voit bien que derrière, cela accroît de fait leur charge domestique. Et en Océanie, où le réchauffement climatique se fait de plus en plus durement ressentir, c'est une vraie réalité en Océanie, eh bien, les femmes, elles ont souvent aussi la charge de collecter des produits de la mer, d'aller notamment ramasser des coquillages dans les lagons ou de pêcher aussi quelques espèces de poissons dans les lagons, alors que les hommes, eux, vont plutôt aller pêcher sur les récifs coralliens ou au-delà, donc dans les mers. Eh bien, les femmes constatent et souffrent de cette difficulté à collecter certaines espèces qui se raréfient, ou encore, on pourrait citer l'horticulture qui également souffre d'un manque d'eau criant, ou également des points d'eau qui deviennent de plus en plus salés du fait de cette élévation de l'eau et de la mer.
Donc il ne s'agit pas seulement, bien sûr, de lister, de constater, il faut identifier les leviers de changement, voire surtout comprendre aussi les contextes qui produisent certaines dynamiques, aussi bien pour les phénomènes passés, présents et futurs. Et il y a eu une table ronde absolument passionnante sur la place des femmes dans l'intelligence artificielle et plus généralement aussi dans l'informatique quantique et les technologies émergentes. Et la réalisatrice de l'émission, qui s'appelle 51%, enfin c'est une émission australienne, invita en fait ses invités à témoigner de la façon dont ces femmes avaient dû se battre pour occuper le rôle qu'elles avaient à l'heure d'aujourd'hui dans des secteurs principalement tenus par des hommes. Alors leur témoignage était très différent, assez complémentaire. Certains soulignant que dans ces secteurs, des femmes occupaient d'ores et déjà des postes à responsabilité, d'autres considérant qu'en France, elles étaient finalement assez peu nombreuses. Alors, ce que je voudrais dire aujourd'hui, toujours dans cette introduction un petit peu longue, c'est que cette intelligence artificielle qui est en train de se former, elle est actuellement menée, dirigée par des hommes. C'était là le constat que faisait Elisabeth Kohler, qui est une chercheuse, directrice de recherche au CNRS, ou encore Anna Watt, je vais y arriver, co-directrice du laboratoire franco-australien pour la collaboration homme-machine. Et donc, toutes deux nous disaient, mais voilà, l'intelligence artificielle, elle est aujourd'hui avant tout une affaire d'hommes. Or, diriger, ça veut dire donner une direction, tenir la barre, le gouvernail, et amener le collectif à aller vers un certain point. Le manque de diversité, et ce n'est pas à vous que je vais apprendre cela dans le cadre de ces mardis de l'égalité, le manque de diversité dans une équipe produit de fait des biais. Et si l'intelligence artificielle est principalement une affaire d'hommes, alors les scénarios qu'ils vont développer comporteront des biais. Dans le monde de la mer, il y a eu, depuis tout le temps, des femmes pour embarquer. J'ai cité le cas exceptionnel de Jeanne Barret. J'aurais pu aussi nommer des femmes pirates. Et bien sûr, pour le XXe siècle, des femmes scientifiques, également certaines romancières. Je pense notamment à Anita Conti, je pense à Rachel Carlson. Mais ces figures, aussi essentielles soient-elles, restaient à l'époque des figures d'exception. Et donc c'est en ayant à l'esprit ces dynamiques, passées, présent et futures, que je vous convie à embarquer avec moi sur Travel Edge dans le Pacifique, en effet, puis à découvrir en fait l'intimité des artistes dans leur studio dans le nord de l'Australie. Donc je parlerai d'abord du projet Expedition, puis de l'art des grosses-têtes, et entre les deux, j'aborderai aussi l'apport de l'anthropologie à ces questions du plastique, en fait, qui est partout, sous différentes formes. Et juste avant de passer au cœur de ma communication, un petit diagramme pour une petite illustration pour vous montrer en fait les statistiques des femmes dans le secteur des STEM. Donc les STEM, c'est les sciences, technologie, ingénierie et puis les mathématiques. Et c'est aussi, c'est pour ça que je voulais le montrer aujourd'hui en introduction, un petit clin d'œil à l'actualité de l'Agence européenne spatiale, puisque cela ne vous aura pas échappé, on vient enfin de recruter pour la 2e fois une femme astronaute. Alors, peut-être juste, toujours un peu en guise de préambule ou de pré-première partie, permettez-moi de commencer par une autre réflexion personnelle sur ma trajectoire qui m'a amenée finalement à conduire une recherche d'abord sur les arts aborigènes australiens et puis ensuite à développer une anthropologie comparative sur la perception culturelle des océans et de ce que les océans apportent, rejettent, en l'occurrence les déchets plastiques marins. Et cette conférence que je fais aujourd'hui devant vous, je n'aurais pas pu la faire il y a 10 ans si je n'avais pas eu finalement ce coup de cœur pour ces œuvres aussi étonnantes. En l'occurrence d'abord ce crocodile, un peu un monstre des temps modernes, qui est un crocodile de 11 mètres de long, entièrement fait de plastique marin et qui est finalement une expression sensible de l'anthropocène, une telle œuvre qui informe
de l'activité humaine sur les écosystèmes, en l'occurrence là les écosystèmes marins. Donc là, on rentre dans cette catégorie qu'on appelle l'art des ghostnets. Donc littéralement, ghostnet, ça veut dire ghost, les fantômes, donc les filets fantômes, l'art des filets fantômes. Cet art-là ne fait pas que nous alerter. Ces œuvres, elles peuvent potentiellement nous attirer, nous rendre sensibles, et aussi paradoxal soit-il, à nous émerveiller quant à ces éléments que tantôt on définit comme des déchets et que certains, à force, vont aussi définir comme étant presque un trésor et trouver une certaine, presque, alors c'est paradoxal, presque joie ou excitation en tout cas, à trouver telle ou telle couleur. Voici un exemple de ces palettes de couleurs que ces artistes vont savoir parfaitement déployer. Et ces filets, ces restes de filets fantômes qu'on trouve donc sous la forme de fils ou d'alèze, donc des gros morceaux de filets, les artistes, eux, vont savoir déployer pleinement leur qualité formelle, cette palette de couleurs, mais aussi la texture. Ces objets, aujourd'hui, un certain nombre de musées et d'institutions culturelles à travers le monde les considèrent comme des œuvres d'art à part entière. Là, je vous ai mis une citation d'une mécène, une Australienne, qui est mécène de la Biennale de Sydney, qui est un des plus grands événements de l'art contemporain d'aujourd'hui. Et comme je le disais, moi j'ai été commissaire d'exposition depuis très longtemps. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur pour cette œuvre-là, exactement celle-ci. Et alors que je montais une exposition à Paris, j'ai fait le choix de la présenter. Et pour la première fois de ma carrière comme commissaire d'exposition, je ne savais absolument pas du tout quelle allait être la réception du public, s'ils allaient trouver que c'était juste un objet à part entière, un peu anecdotique, du recyclage comme on en voyait ailleurs, en Afrique par exemple, ou s'il y aurait un goût et puis un intérêt pour la question vraiment artistique. Et en fait, la réception fut, et on est là en 2012, elle fut très positive, et donc ça nous a amené à travailler avec le musée océanographique de Monaco à une plus grande exposition, la première en Europe, dans un écrin merveilleux qui est en fait le musée océanographique de Monaco. Et on a donc une scène ici donc d'animaux, représentation réaliste faite à partir de filets de pêche, qui tourne autour de la statue du prince Albert Ier, qui est donc celui qui a fondé le musée océanographique de Monaco. C'est aussi celui qui a été surnommé le prince explorateur. Il faut savoir qu'il a conduit beaucoup d'expéditions maritimes. En Bretagne, on l'a notamment sollicité lorsqu'il y avait eu la crise de la sardine. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans ce niveau de détail, mais c'est quelqu'un dont l'œuvre a été merveilleuse. Et peut-être un dernier point, moi je suis bretonne d'origine, je suis née à Bénodet, et j'ai fait du bateau très, très jeune. Et en fait, adolescente, j'adorais lire sur un bateau, je dors toujours, et je me sentais beaucoup plus proche d'Alexandra David-Néel que d'Anita Conti. Alors on a beaucoup de jeunes dans la salle, c'est pour ça que je fais cette petite digression. Moi, je me sentais plus proche d'Alexandra David-Néel que d'Anita Conti parce que cette première, finalement, elle s'inscrivait beaucoup plus dans cette tradition du voyage que la seconde, qui finalement était beaucoup plus visionnaire, plus engagée, plus en prise avec des questions écologiques. Et je suis très heureuse de voir que dans ce 21e siècle, finalement, les étudiants ou la jeune génération connaissent beaucoup mieux Rachel Carlson et Anita Conti. Et ces deux personnes que je viens de nommer, Rachel Carlson et Anita Conti, ont toutes deux dénoncé très tôt, dès les années 50 et un peu avant encore, la surpêche, ses effets sur les stocks de poissons, mais aussi sur les fonds marins, et également de dénoncer les conditions de travail des pêcheurs.
Anita Conti, elle a fait une œuvre majeure qui s'appelle Racleur d'océan, qui introduit en fait d'emblée l'image qui colle à la pêche, celle d'un chalut que l'on imagine n'être qu'une gueule béante, avalant tout sur son passage. Alors il faut savoir qu'en fait aujourd'hui, grâce aux innovations technologiques, un chalut peut être positionné de manière assez précise, en tout cas beaucoup plus précise que dans les années 50, à l'époque où la romancière embarqua pour la pêche à la morue dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. Et à cette époque, bien sûr, l'état des fonds marins était bien moins précis et les engins de pêche se bloquaient très souvent et donc étaient beaucoup plus difficiles à diriger. Et en fait, je vous mets ici à l'écran un petit extrait de ce livre « Racleur d'océan » pour que vous voyez un petit peu cette ambiance sur le navire, que cette romancière restitue à merveille, à un moment où justement un chalut a croché. Donc croché, ça veut dire qu'il a accroché, en l'occurrence là, une centaine de mètres de fond. Et en fait, au moment où il remonte, ça fait apparaître ce qu'on appelle des panneaux, les panneaux en métal, et également la poche de récupération des poissons, qu'on appelle communément le cul de chalut. Et cet extrait, il est intéressant parce qu'il montre à la fois la solidarité qui lie les membres de l'équipage et la technicité du geste. Et j'avais envie de commencer ma communication avec cet extrait pour que, lorsque je parle d'attachement au filet, un filet comme un outil de travail, mais aussi comme quelque chose qui est omniprésent dans l'environnement, en tout cas des communautés littorales, vous voyez un petit peu cette dimension professionnelle. Et donc en fait, un filet de pêche, c'est un outil de travail, c'est potentiellement un élément de mémoire et aussi très souvent un objet déchu dès lors qu'il est perdu. Et donc en fait, dire filet fantôme, ou ghost net en anglais, c'est en caractériser la fonction comme outil de travail. Dire filet fantôme, c'est plutôt faire empreinte de mystère, de vie, de mort. Et la problématisation des filets de pêche, des ghost nets, et de l'art des ghost nets, eh bien, elle va éclairer ces ambivalences dont je parlais précédemment, entre urgence écologique, je le répète, attraction esthétique, valeur mémorielle, engagement économique et tout simplement désintérêt. Et donc c'est un peu à la découverte de ces différentes strates que je vous propose d'aller. Et on va donc discuter à la fois d'art aborigène, d'art océanien, de pêche, mais aussi d'engagement féminin et de dynamique collective. Et donc, ce projet Air Expedition, c'était un projet qui nous a amené à parler, bien sûr, de filets de pêche, puisque c'est l'un des éléments les plus prégnants dans les déchets plastiques marins. Je le remontrerai tout à l'heure, mais un filet de pêche, ça peut peser plus d'1 tonne, ça peut mesurer plusieurs centaines de mètres, donc c'est même plus un méga déchet, c'est ce qu'on appelle un giga déchet. C'est juste immense, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Ces déchets gigantesques, ils produisent aussi des déchets minuscules, invisibles, nanoscopiques. Donc il faut avoir constamment à l'esprit ce jeu d'échelle. Donc Expedition, c'était quoi ? C'était un projet de science participative qui prenait l'apparence d'un tour du monde en voilier avec un équipage 100% féminin qui allait donc réaliser 18 000 miles nautiques en 2 ans sur un voilier, donc je l'ai dit, de 72 pieds, donc 21 mètres à peu près, dans un confort, donc vous imaginez, assez sommaire. Et ce qui est absolument passionnant avec ce projet, c'est que pour permettre à un maximum de personnes, en l'occurrence de femmes, de vivre l'aventure, ils ont imaginé qu'à chaque tronçon, l'équipage change.
Donc au lieu d'avoir simplement 15 personnes qui vont avoir la chance de faire un tour du monde, bah là c'était de diviser le tour du monde en tronçons, en legs, et donc de permettre à 300 femmes d'embarquer, de vivre cette expérience et potentiellement de devenir donc des gens qui ont un peu plus conscience de cette question du plastique et donc plus à même de proposer des changements. Il a un triple objectif, ce projet. C'est à la fois, bien sûr, de documenter les taux de concentration de microplastiques et les dynamiques de dispersion à une échelle mondiale. Il y a beaucoup, depuis des années, presque maintenant 4 décennies, des études scientifiques sur des plastiques. Mais souvent, ces études, à l'exception de quelques-unes, et je pense notamment à Tara, que vous connaissez tous, puisqu'il y a une telle couverture médiatique, et c'est normal, c'est un des très beaux projets scientifiques de ces dernières années, mais généralement, les études scientifiques vont être très localisées sur un océan, ou éventuellement un pays, ou une communauté de pays, mais on a rarement une homogénéité des protocoles scientifiques à l'échelle d'un tour du monde. D'autre part, les quelques projets qu'il avait plus ou moins fait, je pense à des expéditions comme 7e continent ou même quelques autres, généralement travaillaient la question du plastique marin à partir de la question maritime, le déchet dans l'océan. Or, 80% de la pollution marine provient de terre. Et c'est d'autant plus vrai pour les plastiques. Donc il fallait, et ça a été le projet de Expedition, travailler absolument à l'interface terre-mer. Donc mener autant des études à terre qu'en mer. J'en reparlerai tout à l'heure, mais en gros, ça a été de quantifier à chaque escale un peu l'écosystème qui fait que des déchets plastiques sont produits, ou en tout cas consommés, et circulent jusque dans les océans. Et troisième point, celui-là j'en ai déjà parlé à 2 reprises, c'est cette idée de constituer une équipe de femmes inspirées, potentiellement inspirantes, on l'espère, et qui soient à même de lutter dans leur pays ou dans leur entreprise ou dans leur famille sur cette question-là. Alors, pourquoi 2X à Expedition? Bon, ça semble évident, et c'est lié notamment à la question de la santé environnementale et à la question de la santé humaine. Je vais arriver dans un instant, mais permettez-moi juste un instant de vous montrer que selon l'UNESCO, mais aussi la Banque mondiale sur le genre et l'égalité des sexes, que vous connaissez sûrement, dans 107 pays sur 114, les femmes sont sous-représentées dans les secteurs STEM, comme je le disais précédemment, et que dans le monde maritime, cette présence est assez réduite encore. Et donc c'est la raison pour laquelle l'association Women for Sea, que j'ai évoquée en introduction, produit actuellement, en collaboration avec une revue que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Voile et Voilier, je vais y arriver, pardon, Voile et Voilier. Eh bien, à chaque nouveau numéro, vous avez un portrait de femmes engagées dans les secteurs du nautisme. Alors, pourquoi Expedition s'intéresse avant tout aux femmes et invite des femmes à s'engager dans cette question? Eh bien, en raison notamment des POP, polluants organiques persistants, ça vous dit peut-être quelque chose. Vous savez sûrement, voilà, que le déchet marin, le déchet plastique, il a un impact évident sur la faune et la flore. En tout cas, sur la faune, vous le savez tous, un certain nombre d'espèces s'enchevêtrent dans les filets de pêche, du grand cétacé à l'invertébré, en passant par des espèces protégées, en l'occurrence beaucoup de tortues, parce qu'en fait elles ont tendance à se laisser flotter par les courants marins, et les déchets, eux aussi, flottent au niveau et se concentrent au niveau des courants marins. Donc il y a une coproximité entre les deux éléments. Donc ça, vous le savez tous, hein, je pense qu'il y a suffisamment d'informations. Lorsque un organisme vivant, qu'il soit
non humains ou humains ingèrent des microplastiques, aujourd'hui, la science est capable de démontrer que cela a des répercussions. Il peut y avoir des lacérations, il peut y avoir des membranes qui vont être irritées de manière mécanique. Imaginez, vous, un poisson qui ingère un petit élément à peine 1 centimètre de plastique, eh bien, ça va irriter ses voies, éventuellement ses voies respiratoires. Et puis, ce que la science montre également, c'est qu'il y a maintenant des polluants organiques persistants qui sont directement sur ces plastiques. Et ces plastiques, quand ils se dégradent, ils libèrent d'autant plus de polluants organiques persistants. Et troisième dynamique, certains de ces plastiques en mer vont capter d'autres substances chimiques qui sont déjà là. Et donc, vous allez avoir un cocktail assez explosif. Et donc, on a aujourd'hui, c'est attesté scientifiquement, des plastiques marins qui libèrent des polluants organiques persistants. Et donc, finalement, ils intègrent la chaîne alimentaire. Donc, vous avez beaucoup de travaux, je ne vais pas vous les citer, mais parce que cette relation de cause à effet est parfois difficile à saisir, en tout cas pour les non-spécialistes, Expedition, qui a été formé en 2017, avait décidé de mobiliser la narration et mobiliser finalement des histoires de vie de femmes, qu'elles soient anonymes, célèbres, jeunes ou moins jeunes, pour amener les gens individuellement à réfléchir à ces questions-là. Et cela a été notamment inspiré en tout cas, par la trajectoire d'une femme qui s'appelle Emily Penn, qui est la fondatrice d'Expedition. Et en fait, il y a une vingtaine d'années, alors qu'elle vivait à Tonga, donc une des îles du Pacifique, elle s'est rendue compte que, comme c'est le cas sur de nombreuses îles où on manque sérieusement d'infrastructures pour collecter et gérer les déchets, eh bien, les déchets plastiques, comme tout type de déchets, étaient brûlés. Or, et elle se souvient très très bien, elle nous le raconte assez souvent, de cette odeur un peu caractéristique, un petit peu âcre, qui monte à la gorge, et bien les navigateurs savent parfois qu'ils approchent à proximité d'une terre avant même de la voir par le biais de cette odeur. Et en fait, au gré de ces collaborations avec des scientifiques, Emily Penn a décidé en fait de se faire tester à 35 polluants organiques persistants. Ces 35-là, elle les a choisis parce qu'ils sont interdits aujourd'hui par la Convention de Stockholm. Et elle fut surprise de découvrir qu'elle avait un taux anormalement élevé, en tout cas une présence de plusieurs d'entre eux, 29, donc 29 sur 35, c'est quand même important, alors qu'elle-même se disait être végétarienne, fille de parents végétariens. Et donc, en fait, elle découvrit un peu avec stupeur la présence, en fait, de substances toxiques dans son corps. Et elle en conclut, de manière un peu heuristique, en fait, que cela provenait notamment de la combustion sauvage de plastique avec lesquels elle vivait finalement au quotidien. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, peut-être, qu'est-ce que c'est qu'un polluant organique persistant? Alors là, je me base sur une définition de l'ADEME, tout simplement, on est en France, et qui détermine qu'en fait, les POP correspondent à des molécules qui sont complexes, qui ne sont pas définies par leur nature chimique, mais qui sont définies par notamment 4 propriétés. Leur propriété, ça va être la toxicité, notamment sur la santé humaine, mais pas que. Le fait qu'il y ait une persistance. Les polluants organiques persistants, comme leur nom leur indique, persistent dans l'environnement. Ils résistent aux dégradations biologiques et naturelles. Et en plus, il y a une logique de bioaccumulation. C'est-à-dire, si vous reprenez l'exemple de la chaîne alimentaire, vous avez un petit poisson qui est mangé par un moyen poisson et un plus gros poisson, eh bien, vos polluants organiques persistants qui étaient dans le petit poisson et dans le moyen poisson, ils vont se retrouver additionnés dans le gros poisson. Et enfin, l'autre élément très important, c'est que ces polluants organiques persistants, ils se déplacent parfois sur de très longues distances,
Donc, ils ont été retrouvés en Alaska, par exemple, donc loin de toute activité humaine. Et les incinérations sauvages, le fait de brûler dans votre jardin ou sur l'île des déchets plastiques, eh bien, produit, c'est scientifiquement attesté, des polluants organiques. Donc, cela a un impact aussi pour les femmes, parce que lorsque l'on parle d'effets toxiques sur la santé humaine, cela amène, par exemple, la dégradation du système immunitaire, mais aussi la capacité de reproduction. Donc, la capacité reproductive, elle est perturbée par des polluants organiques persistants. Ça a été démontré par une de mes collègues de l'IUM, donc à l'UBO, Ika Polpon, sur la fertilité des huîtres, par exemple. Mais il a aussi été démontré que ça peut être le cas pour des hommes. Donc, dans Sea Sisters, je pose certaines de ces questions. Je me dis, voilà, est-ce que des microplastiques qui dérivent dans les océans, est-ce qu'ils absorbent des POP? Et combien en dégage-t-il? Le poisson qui ingère des microplastiques transmettra-t-il des POP à l'homme qui le consomme? Et les femmes passent-elles leurs polluants organiques persistants à des enfants? Moi, je suis une anthropologue, je ne suis pas une personne spécialisée dans l'écotoxicologie. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que des femmes ont décidé de parcourir un océan ou plusieurs océans, que Expedition a reçu 10 000 candidatures. Donc vous imaginez qu'à l'échelle du monde, à un moment T, en l'occurrence en 2019, fin 2019, début 2020, avant la pandémie, donc, vous aviez plus de 10 000 personnes, femmes toutes, qui voulaient s'engager sur un projet d'expédition maritime. Et donc, en fait, ce projet, c'était de dire, est-ce qu'on peut vivre de manière un peu performative ces intuitions, ces hypothèses-là qui traversaient à l'époque la communauté scientifique mondiale, mais à laquelle il manquait, à l'époque, on est en donc 2018-2019, un certain nombre de financements publics, un soutien de la société civile. Aujourd'hui, c'est différent. Je pense que vous avez tous vu, tous les jours, des articles sur les plastiques et sur les déchets. Et la semaine dernière, il y a une communauté de 2500 scientifiques, spécialistes des micro-déchets plastiques, qui sont réunis en un collectif qui s'appelle Micro, qui ont publié une tribune, même une déclaration qui s'appelle la déclaration de Lazarote, qu'ils ont rédigée pour influencer l'ONU dans la rédaction d'un traité. Vous avez peut-être entendu parler, il y a un traité mondial sur les plastiques qui est en train d'émerger, donc c'est fantastique. On ose espérer qu'il va y avoir un peu un changement à l'échelle mondiale, parce que bien évidemment, c'est une question qui impacte localement les écosystèmes, mais c'est un problème qui doit être traité à l'échelle du monde. Et donc, ces 2500 chercheurs, donc vous voyez ici l'affiche, eh bien, nous le rappelle, je vous l'ai dit et je vais le répéter, à l'heure d'aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, on sait qu'on a des traces de plastique dans le sang humain, dans les selles, dans le lait maternel, dans des organes, par exemple dans le côlon, le placenta, etc. Donc nous, quand on a embarqué en 2019, on avait déjà quelques recherches qui le montraient, mais ça ne faisait pas consensus et on avait quand même un certain nombre de chercheurs aussi qui disaient on a l'impression que ça doit impacter, mais on ne sait pas bien comment. Et donc, il s'agissait pour nous de documenter la pollution plastique, bien sûr, les taux de concentration et de dispersion des plastiques dans les océans et les terres, mais aussi de réfléchir individuellement à ces questions-là. Et donc, j'ai embarqué avec un groupe de femmes, de 13 femmes venant de plusieurs pays, Australie, Rapa Nui, les Norvèges, l'Angleterre, etc., la France aussi. Et on a, nous, navigué 13 000 miles donc de Rapa Nui, qui est donc l'île de Pâques, jusqu'à Tahiti. Alors, on a vécu la pandémie, puisqu'en fait, on avait quitté Rapa Nui et quelques jours plus tard, Trump a annoncé la fermeture des frontières, mais je vais passer sur cet élément-là aujourd'hui, je le raconte beaucoup dans le livre. Mais ce que moi, je veux vous montrer aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'océan, vous l'avez peut-être vu déjà cartographié ainsi, l'océan Pacifique, et notamment l'Océanie, est souvent considéré par les Occidentaux comme un espace vide, un espace inhospitalier. Et en fait, pour les Océaniens, ce n'est pas du tout en ces termes qu'ils pensent leur territoire. Pour eux, c'est une mer d'îles.
Ça, c'est une expression que j'emprunte à un grand auteur qui s'appelle Epeli Aofa, qui est un auteur tongien, donc qui vient du royaume de Tonga, mais qui a grandi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est professeur sur l'île de Fidji. Et en fait, cette expression de mer d'île, elle signifie que l'océan n'est pas vide, mais que c'est un espace qui est traversé par des lignes réelles, des lignes mythiques. Ces lignes mythiques, ce sont des mythes et légendes, ce sont aussi bien sûr des réseaux de savoir, et ces lignes réelles, ce sont des liens familiaux, interinsulaires, qui sont régulièrement réactivés, localement, mais aussi transnationalement, lors de grands festivals, comme des festivals des arts du Pacifique. Donc la première carte que je vous ai montrée, c'est une carte qui a été réalisée par et pour des Occidentaux. Ici, vous voyez que l'aire culturelle qu'est la Polynésie, certes, ici, elle est représentée sous la forme d'un triangle, mais on voit aussi qu'à l'intérieur du triangle, on a un ensemble de lignes qui ont un sens pour les Océaniens, puisqu'ils ont l'apparence en fait d'une pieuvre. Selon la conception autochtonique polynésienne, eh bien, en fait, ces îles que forment la Polynésie sont toutes interreliées. Et vous avez des tentacules qui lient les îles de Hawaï, donc au nord. Vous descendez complètement sur l'est, vous avez Rapa Nui, donc l'île de Pâques. Et puis, la tête de la pieuvre se situe sur l'île de Raiatea, donc en Polynésie française. Et ça, c'est une manière de conceptualiser à la fois la terre et la mer qui est omniprésente aujourd'hui encore pour les sociétés océaniennes. Donc vous comprenez que, par exemple, pour moi, anthropologue qui travaillait depuis une vingtaine d'années en Océanie, traverser une partie de l'océan en voilier était une chose assez incroyable. Et cela allait l'être d'autant plus que parmi les membres de notre équipage, nous avions à bord une fille qui s'appelle Tavi, qui était en fait une surfeuse Rapa Nui, donc une habitante de l'île de Pâques, et pour qui le voyage fut bien évidemment initiatique. Je reviendrai dessus dans un instant. Ça va, je parle pas trop. D'accord. Alors moi, donc je l'ai dit, je suis anthropologue, je ne suis pas du tout spécialiste de biologie marine ou d'océanographie, donc j'ai fait, et c'est le but de la science participative, j'ai découvert, j'ai appris à mobiliser des protocoles scientifiques, des équipements spécifiques, sous l'œil parfois très bienveillant de la skippeuse et de la porteuse de projet, Émilie Penn, qui était à bord aussi. Donc c'est découvrir bien sûr des protocoles scientifiques dans un contexte un peu particulier, parce que vous n'êtes pas au chaud dans votre laboratoire, vous êtes sur un navire, au milieu d'une houle qui est parfois assez formée. Dans le Pacifique, ce n'est pas du tout la mer d'huile que certains imaginent peut-être. Donc il faut imaginer, on est sur par exemple un microscope complètement penché. Ou alors, il faut se pencher pour aller collecter à l'aide de plusieurs équipements très spécifiques de l'eau, collecter en fait des échantillons d'eau. Donc voilà quelques images des équipements et des opérations scientifiques que l'on menait tous les jours. Donc en fait, on avait notamment un équipement qui est très classique à la fois en sciences du déchet plastique et plus généralement en sciences participatives, on va utiliser ce qu'on appelle un filet manta, donc, qui tient son nom de la forme que vous voyez qui rappelle vaguement les grandes ailes d'une raie. Et puis, en surface, lorsque votre navire a été plus ou moins immobilisé, vous voguez à 3 nœuds, donc ce n'est pas grand-chose, eh bien, vous venez prélever pendant une demi-heure un certain nombre d'éléments qui flottent à fleur d'eau. Donc ça, c'est le filet manta. Et puis, on a également ce qu'on appelle la bouteille Niskin, qui, elle, va être plongée également sur une période régulière, donc à intervalles, à peu près, nous, c'était tous les jours qu'on la mettait à l'eau, pendant quelques minutes. Et en fait, avec un poids, on l'amenait à plonger en profondeur, à peu près à 25 mètres de profondeur. Et de là, on collectait un volume d'eau qui allait nous permettre, par le biais de filtres, de prélever des éléments.
Or, ces éléments, bien évidemment, c'était à la fois, bien sûr, du zooplancton, du phytoplancton, mais aussi des particules plastiques. Et donc, à l'aide de microscopes, mais aussi d'un spectromètre, eh bien, on allait déterminer les éléments que l'on avait collectés. Donc, dans un premier temps, on utilisait nos sens, notre vue, mais aussi le toucher pour voir quels étaient les éléments qu'on avait collectés, s'il y en avait d'origine anthropique. Et puis, dès lors que le microscope ne suffisait pas, eh bien, on passait au spectromètre qui permet en fait de déterminer la matière dont est fait l'objet. Et cette préanalyse, elle allait être plus tard confirmée par un second travail, cette fois-ci réalisé en laboratoire dans les conditions parfaitement maîtrisées. Alors, pardon, je reviendrai dessus dans un instant, mais pour moi, c'était assez, et pour mes consoeurs, mes sœurs de mère, c'était assez déroutant de découvrir que, par exemple, du zooplancton ou du phytoplancton peut avoir presque la même gamme de couleurs, par exemple du bleu, que des filets de pêche. Et donc, vous pouvez imaginer qu'un certain nombre d'espèces animales peuvent se faire avoir justement par cette attraction chromatique et venir prélever des éléments qui ne sont pas du tout des éléments naturels. Et en fait, j'en parlais en introduction, mais un déchet, lorsqu'il est, enfin, par exemple un macrodéchet, donc supérieur à quelques centimètres, eh bien, très souvent, dès lors qu'on est sur du déchet plastique, il va se dégrader inlassablement, qu'il soit en milieu marin ou qu'il soit délesté ou rejeté par la mer sur l'estran, sur la plage, jusqu'à fournir des éléments qui soient presque invisibles, donc de taille nanoscopique. Et là, si vous regardez précisément les 3 photographies que j'ai prises de ma main alors que j'étais sur un atoll polynésien, donc à Fakarava, qui est une aire de biosphère, donc complètement protégée, en tout cas sur le papier, par ce label, eh bien, vous voyez comment un déchet de plusieurs dizaines de centimètres produit une poussière de polymère. Et finalement, je suis assez heureuse en fait de parler de ces questions-là devant vous lors de ces mardis de l'égalité, parce que pour parler de pollution, comment est-ce que l'on fait ? Quand on parle de pollution plastique, assez souvent, les gens vont mobiliser d'abord la notion de pollution visuelle. On parlait des taches de goudron, les paysages tachés de goudron, les oiseaux blancs tachés de goudron, les plages souillées de plastique. Or, ceux qui ont vécu des événements traumatiques vont parfois mobiliser d'autres sens que le visuel. Par exemple, témoignant du naufrage d'Erika, un ancien breton nous a expliqué, à mes étudiants et à moi, qu'il se souvenait avant tout de l'odeur. Qu'en fait, c'est en se réveillant le matin, et les gens de la commune le disaient également, c'est en se réveillant qu'ils ont senti que quelque chose n'allait pas. Parce qu'ils sentaient, avant de voir, qu'il y avait quelque chose qui était perturbé. Une odeur âcre qui a finalement réveillé tout un chacun. La texture aussi, elle est omniprésente quand on parle de pollution. Ça va coller, ça sointe, ça dégouline, mais ça s'engouffre absolument partout. Moi, j'ai des résidus de plastique partout dès lors que je suis sur la plage, parce que je ne peux pas m'empêcher de collecter un élément. Et c'est ça que je veux vous montrer, c'est que finalement, cette typologie macro-déchets, micro-déchets, elle est certes très utile pour comparer de la data, mais elle a aussi ses limites. Et les frontières, elles sont mobiles. Donc, il nous faut absolument penser et voir par d'autres moyens pour saisir cette pollution. Alors, comment faire bouger les choses ? Comment diffuser l'état des connaissances ?
sont là des questions que l'on me pose assez souvent, moi en tant qu'anthropologue, par exemple quand je suis invitée à des événements comme un événement qui s'appelait Plastique changement de cap, je regarde qui avait une session qui s'appelait par exemple La mer, le plastique, une lutte inégale. De manière quelque peu provocatrice, je l'avoue, j'ai envie de dire que l'anthropologie, elle n'a pas vocation à changer les comportements. C'est avant tout une science de la description. Mais parce qu'elle sait se donner le temps d'observer, puis de décrire de manière très précise, et aussi de comprendre avec aussi les yeux des gens qui sont affectés par la situation, et également avec un regard distancé, donc c'est l'accumulation de ces différents angles, eh bien l'anthropologie va proposer des analyses qui sont à la fois basées sur des perspectives qu'on appelle émiques et éthiques, c'est-à-dire des points de vue de l'intérieur, qui sont ceux du groupe concerné, et puis aussi des points de vue extérieurs proposés par le chercheur. Et à force, elle peut susciter des changements, ou du moins indiquer des directions à prendre, et expliquer en tout cas des contresens ou reconsidérer des catégories. Par exemple, en étudiant les sociétés non occidentales, beaucoup d'anthropologues ont contribué à examiner de manière critique l'opposition conceptuelle entre nature et culture, et par là à repenser le concept même de nature, ouvrant alors une discussion fertile avec les chercheurs de la vie, les chercheurs en sciences de la vie. Donc, en anthropologie du plastique, qui n'est pas encore un sous-champ disciplinaire, il n'existe pas, parce que finalement, on a très peu d'anthropologues qui travaillent de ces questions-là, on va réfléchir pour voir quelles sont les spécificités culturelles, quelles sont les formes d'attachement que certaines sociétés ou groupes sociaux peuvent avoir au plastique, et puis aussi quels sont les éventuels travers d'un point de vue presque structurel. Les anthropologues vont notamment prendre en compte la notion de mémoire, la mémoire humaine, la profondeur historique. Par exemple, Mélissa Manglou a travaillé à La Réunion, elle travaille encore, c'est une jeune doctorante, et elle s'est rendue compte qu'en fait, à La Réunion, on a un certain nombre de gens qui sont très attachés au plastique, parce que en fait, on a une entreprise qui a inventé, qui se revendique avoir inventé le premier sac plastique qu'elle avait inventé pour conditionner, exporter le sucre. Et en fait, ce qu'elle nous montre, ce que ces travaux nous montrent, c'est qu'il y a un lien fort entre le plastique et l'industrie du sucre, ce que l'on appelle aussi le plantationocène. Et certains acteurs du plastique aujourd'hui à La Réunion disent non sans fierté, on vient du sucre. Et donc en fait pour eux, comme pour d'autres, mais je n'ai pris que cet exemple, le plastique est pensé comme un instrument du progrès et qui a, par exemple pour La Réunion, au moment de la période de Bré, donc dans les années 60, contribué à désinsulariser l'île en la plaçant au cœur d'un flux de marchandises. Donc c'est là un des éléments qui vous permet de comprendre la forme d'attachement un peu paradoxale à ce matériau-objet. C'est d'ailleurs un peu dans cet esprit que Plastic Odyssey, qui est ce navire et cette structure qui aujourd'hui a quitté Marseille il y a à peu près 6 semaines pour un tour du monde, a organisé un comité scientifique SHS pour les accompagner dans leurs enquêtes pour comprendre comment les gens dans ces différents pays perçoivent le plastique. Nous, en anthropologie, on va aussi bien évidemment considérer le politique. La dimension éminemment politique du plastique, elle est omniprésente dans nos travaux. Par exemple, on a un collègue, plutôt sociologue, mais il s'appelle Baptiste Mont-Saint-Jean. Je vous recommande vivement le livre. Il a un ouvrage qui s'appelle Homo Detritus, critique de la société du déchet. Et il revient sur l'invention du déchet et de ses pratiques et espaces de stockage et de gestion. Et en fait, en s'intéressant au business un peu juteux des déchets et à leur verdissement stratégique, Mont-Saint-Jean met en lumière la figure du
jeteur idéal. Vous savez, celui qui jette bien dans la bonne poubelle, la bonne couleur, là. Et en fait, il nous démontre ce qui est une évidence, mais la science de la description amène à bien identifier les paradoxes, c'est que finalement, on fait reposer sur un individu un problème global, un problème structurel. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, ce sociologue Baptiste Mont-Saint-Jean mobilise un exemple ethnographique que rapporta l'anthropologue anglaise Mary Douglas, qui est vraiment une des premières à avoir vraiment pensé la question du déchet. Et elle avait collecté un mythe africain et qui disait qu'en gros, il y avait un groupe de mâles qui ne déféquaient jamais, donc ils ne produisaient jamais de déchets. Et pour Mont-Saint-Jean, ce mythe africain est un peu équivalent à celui de la promesse de l'économie circulaire, celle d'un monde sans reste. Alors, en effet, elle a des limites, cette comparaison. Mais quand on regarde en tout cas les décharges, et c'est un espace qui intéresse beaucoup les anthropologues, parce qu'en fait, elle va nous dire, l'anthropologue, il s'intéresse à ce que l'humain produit, utilise et avec quoi il vit. Donc finalement, la décharge, elle nous dit beaucoup de choses de ce que la société dit ne plus vouloir utiliser ou voir, on relègue. Et puis, c'est aussi un espace où vivent des communautés humaines, mais aussi non humaines. Et c'est souvent des espaces qui sont poreux. Métaphoriquement et parfois littéralement, les décharges, elles débordent et elles souillent les espaces et les personnes environnantes. Il y a un exemple très symptomatique qui est celui de Fresh Kills, donc à New York, sur une île, l'île Stratton, face à New York, et qui a été analysée par une anthropologue qui s'appelle Héloïse Hirsch et qui a été remarquablement mis en mots par une collègue de l'UBO qui s'appelle Lucie Tayeb, qui est maîtresse de conférences en études germaniques, je vais y arriver, et autrice de Fresh Kills. Donc le livre s'appelle Fresh Kills. Et en fait, l'approche anthropologique, elle consiste à montrer l'impact de la relégation des déchets. En fait, des territoires, mais aussi des populations, par le contact avec l'impur, vont devenir non seulement soumises à l'odeur et aux déchets, mais également elles vont devenir stigmatisées, marginalisées, impures finalement à leur tour. Et c'est un processus qui a été assez bien documenté par un collectif de chercheurs qui s'appelle notamment Société urbaine et déchets, parmi lesquels vous avez des gens comme Bénédicte Florin ou également Octave Debarry. Et ce processus de déplacement du déchet, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il est particulièrement prégnant dans le cadre du plastique. Aujourd'hui, puisqu'on ne veut pas vivre avec les déchets et puisqu'on se pense comme être un homo detritus qui gère bien ses déchets, eh bien les jeter, c'est les envoyer ailleurs. C'est une stratégie d'un modèle qui est finalement assez néolibéral et qui évite finalement de questionner la surconsommation et les modes de production. Et finalement, en fait, en cela, on va amener les gens à ne plus y penser. On a bien trié à la maison, donc c'est bon. Alors, ce genre de réflexion, il faut les compléter. Il y a un anthropologue africaniste qui s'appelle Manuel Valentin, qui a en fait des ethnographies de la bouteille en plastique. C'est l'objet typique quand on parle de plastique. Et en fait, c'est très intéressant parce que c'est un élément qui est complexe. La bouteille en plastique, elle est traversée littéralement par des recherches de pureté, de modernité, mais aussi par une nécessité vitale. Et ce sont ces différentes dynamiques, et je ne les liste pas là de manière exhaustive, mais qui motivent la production de bouteilles d'eau, leur diffusion, leur achat, leur rejet, et leur impossible, parfois, recyclage. Parce que dès lors que vous voulez avoir une jolie bouteille rose ou verte, eh bien, ça veut dire qu'en amont, au niveau de la chaîne de prod, il y a des additifs, et ces additifs-là, ils rendent complexe, voire impossible, le recyclage. Et c'est très intéressant parce que... alors, voilà.
Dans cette déclaration de Lazarotte que je vous ai citée tout à l'heure, qui a été établie par le collectif Micro, eh bien, en fait, ces chercheurs spécialistes des microdéchets produisent un certain nombre d'éléments pour penser le déchet et essayer de réduire éventuellement, ou en tout cas de réguler le mode de production des plastiques et leur rejet. Mais à un moment donné, ce que je vous ai mis en bleu, il mentionne aussi la notion d'eau potable, en nous disant dès le départ, si on veut réduire les plastiques, il faut aussi penser de manière plus large, en dehors du seul champ du plastique, et penser que si on veut que des gens puissent vivre dignement, si on leur dit on ne produit plus de bouteilles d'eau, il faut qu'en amont, les pays aient produit aussi tout un équipement qui rende l'eau potable accessible à tous à travers le monde. Il y a une métaphore que nous, on a beaucoup utilisée sur le bateau, qui était celle de la fuite d'eau, qui est aujourd'hui un peu été pas mal diffusée, j'ai trouvé ces dernières deux années à peu près. C'est que si vous êtes chez vous et que vous avez une fuite d'eau, vous pouvez sortir votre tissu pour éponger, votre éponge pour éponger, ou alors vous pouvez décider d'aller couper l'eau. Le plastique, si vous allez collecter et uniquement collecter des déchets plastiques, que ce soit sur le littoral ou en pleine mer, votre fuite, elle continuera. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi réfléchir en amont et transformer les choses. Et donc, on ne peut que saluer et espérer que ce traité mondial sur les plastiques fasse à un moment donné bouger les producteurs et les gestionnaires. Alors, j'en reviens un peu à mon état de l'art très rapide de comment est-ce qu'on fait monde avec le plastique et comment les anthropologues nous invitent à le penser, ce monde d'aujourd'hui. Mont-Saint-Jean nous dit c'est de bien jeter. Donc bien jeter, ça veut dire finalement l'exportation. Aux États-Unis, en Californie, l'État s'est à un moment donné targué d'être celui qui avait réduit le plus l'usage de la bouteille en plastique. En fait, non, c'était juste une manipulation des chiffres. Comme ils s'étaient mis à exporter leur plastique vers un ailleurs, d'un point de vue purement statistique, ils arrivaient à dire « Regardez, on a moins de plastique chez nous ». Donc ça, je vous renvoie vers un petit livre qui coûte 3 €, qui a été rédigé par une anthropologue en collaboration avec une revue, il a été imprimé en collaboration avec une revue qui s'appelle Technique et Culture. Et ce livre de Michaela Lemeur nous amène en fait sur les traces odorantes, gluantes des déchets plastiques qui sont envoyés notamment dans les pays d'Asie du Sud-Est. Et donc elle a travaillé dans des ateliers semi-industriels du Vietnam, où elle déconstruit le mythe du recyclage, c'est le titre de son ouvrage, où on suit jour après jour les personnes qui vivent véritablement au milieu de ce qu'on appellerait des ordures et les stratégies qu'ils doivent développer pour à la fois vivre avec et travailler et collecter des choses dans cette plasticité dont elle a fait un très joli jeu de mots. Donc, le déchet, il doit être traité à la fois dans une approche macro, la politique à des échelles locales, nationales et transnationales, et dans une approche micro, c'est-à-dire le rapport qu'un individu ou un groupe va avoir à un objet, un lieu, à une matière. Et dès lors qu'on parle du déchet marin, en fait, il faut aussi penser que la mer, certes, les océans, il n'y en a que un, finalement, c'est ce que les océanographes nous disent aujourd'hui, tous les océans et les mers sont interreliés, mais on les interprète différemment selon les sociétés. Et moi, ce que je montre dans mes travaux, c'est que finalement, ce que les déchets aujourd'hui que les océans rejettent, certes, ils sont tous les mêmes, il y a cet inquiétant surgissement du même partout, mais en fait, il est interprété localement. Et cette interprétation, elle va influer sur la manière dont les projets de restauration des sites vont se faire. Si l'on ne prend pas en compte, si des ONG, par exemple, aussi bien organisées qu'elles soient et aussi bien motivées qu'elles soient, ne prennent pas en compte toute la dimension culturelle des territoires sur lesquels elles œuvrent,
leurs projets ne vont pas fonctionner. Parce qu'il y a des protocoles culturels. Moi, par exemple, sur les GOSNet, je vais juste vérifier, je n'ai pas du tout regardé l'heure. J'ai jusqu'à quelle heure? 7h max, d'accord. Donc il faut un peu que je... D'accord. Par exemple, sur cet art des GOSNet, les filets sont a priori en effet tous les mêmes, de Bretagne jusqu'en Polynésie. Dans les îles du détroit de Torres, où j'ai travaillé, donc c'est un archipel qui se situe entre le nord de l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, tous les territoires appartiennent à une personne, et en général c'est interrelié à d'autres personnes. Donc on ne va pas n'importe où, n'importe comment. On demande l'autorisation en amont. Et ces droits fonciers couvrent à la fois des surfaces terrestres, mais également la surface marine. Dernièrement, ils ont gagné un droit foncier qui a été établi par l'État australien. Ça a été une grande réussite la semaine dernière. Pour les GOSNet, ça veut donc dire que si vous collectez des filets fantômes, vous avez l'impression que ce déchet, c'est un déchet fantôme qui n'appartient à personne et qu'il est nulle part, puisque vous pensez que l'océan appartient éventuellement à tout un chacun. En fait, en Australie, ce n'est pas du tout le cas. Et ces protocoles culturels, ils amènent également une dimension spirituelle, une relation très forte avec des entités à la fois humaines et non humaines. Donc il faut les prendre en compte dès lors que vous y travaillez. Donc ça, c'est des choses que je développe, et je ne vais pas avoir le temps beaucoup de le développer aujourd'hui. Ce que je vais présenter là pour les 5-10 dernières minutes qui restent, c'est donc rappeler ce que j'ai dit en introduction, cette idée que, en fait, si on travaille auprès des glaneurs et avec les artistes, on va se rendre compte que ce qui nous a été présenté comme des déchets, c'est-à-dire ce que l'on ne veut pas voir, parce qu'un déchet, c'est sale, donc normalement, on essaye de rester loin de cette chose, eh bien, si on commence à mettre un petit peu de joie, comme certains artistes le font, d'un coup, il va y avoir un certain plaisir à aller les collecter et les enlever de leur territoire, par exemple l'estran. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va commencer à regarder ce que ça fait que de changer ces éléments-là, les extraire de l'estran pour les amener dans un atelier et éventuellement les transformer en des œuvres. Est-ce que ces objets deviennent des objets agissants? Voilà juste un exemple d'un processus artistique d'art des GOSNet. C'est-à-dire que vous avez des artistes, je reviendrai dessus dans un instant, mais qui vont choisir de produire des représentations, par exemple animalières, à partir d'un déchet marin. Donc vous allez réaliser une armature qui va donner finalement une forme sur laquelle on va apposer des matériaux qui ont été transformés jusqu'à produire finalement du textile. Et ce textile-là, il va être cousu, modelé, modulé, éventuellement agrémenté d'éléments de décor, jusqu'à produire quelque chose qui ait une apparence de réalisme. Et en fait, ils les font à partir d'un type de déchet qui, comme j'avais commencé à le suggérer en introduction, est omniprésent, puisqu'on a à peu près 8 à 12 millions de tonnes de déchets plastiques qui se déversent chaque année dans les océans. Et les filets de pêche occupent une place essentielle dans ces déchets. Ce ne sont pas les seuls, bien de là. Il y a des différences évidentes selon les territoires. C'est pour ça que je ne vous donne pas de statistiques sur les filets de pêche, puisque cela dépend en fait des activités humaines, mais aussi des courants océaniques. Donc on a des variations assez fortes. Mais il est évident que dans certains territoires, du fait des mouvements océaniques, là c'est le cas en Australie, dans le nord de l'Australie, vous avez un golfe, et en fait au nord du golfe, vous avez un ensemble de courants très très forts. Et ces courants, ils amènent d'une mer, la mer d'Arafura, vers le golfe. Et dans ce golfe-là, vous avez un tourbillon, un gir océanique, dans lequel finalement les déchets marins restent concentrés. Et donc, pour avoir une action bénéfique écologique, il va falloir venir prélever dans ces sites-là les éléments qui restent. Sur certains filets, il a été identifié que des filets revenaient régulièrement
À chaque nouvelle tempête, à la saison de la mousson par exemple, chaque année, on retrouvait certains vieux filets. Pourquoi est-ce qu'on les retrouvait? Pourquoi les gens ne les enlevaient pas? Parce que, je vous le disais, certains pèsent plus d'1 tonne, donc manuellement, c'est juste impossible. Donc il faut tout un dispositif de coopération entre éventuellement des rangers, donc des éco-gardes, des gens qui éventuellement vont patrouiller, par exemple comme la marine, avec des hélicoptères pour identifier la présence sur site de certains sites, ou bien tout simplement en collaboration avec les chercheurs. Et j'avais envie, un peu pour terminer cette communication aujourd'hui, de donner l'exemple de GhostNet Australia, parce que c'est un collectif qui réunit depuis maintenant plus d'1 dizaine d'années à la fois des pêcheurs, des artistes, mais aussi des éco-gardes et des bénévoles. Et ce collectif, il a été fondé par une femme pêcheur. Donc je tenais absolument à le dire parce que parfois, on a des discours stéréotypants qui vont suggérer que les pêcheurs sont les pollueurs des mers, ce qui n'est pas du tout vrai. Déjà, le monde de la pêche est un monde fait de plusieurs métiers. Vous avez des métiers très différents les uns des autres, entre un filayeur et puis ceux qui vont utiliser les chalutiers. La durée de vie de leur engin de pêche varie beaucoup. Donc c'est assez complexe, je n'ai pas du tout le temps de le développer aujourd'hui, mais il faut se rendre compte que c'est plus complexe que ce qui n'y paraît. Mais ce qui est évident, c'est que le filet de pêche, il existe depuis très longtemps comme outil de travail pour les sociétés humaines. On a des filets de pêche qui existent depuis le néolithique. Mais ces filets, ils étaient autrefois réalisés à partir de fibres naturelles, en chanvre, en lin, etc., en sisal, enfin, plein de choses. Aujourd'hui, ils sont faits à partir principalement de polymères, et je l'ai suggéré tout à l'heure, comme certains ont aussi des couleurs très vives, ça veut dire qu'ils sont aussi faits ils sont enrichis de colorants, d'additifs, qui, eux, sont vraiment problématiques, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, en mobilisant des études scientifiques, puisqu'ils libèrent des polluants organiques persistants. Donc il s'agit en effet de bien identifier la présence de ces filets fantômes pour absolument les enlever de leur écosystème, pour qu'ils arrêtent d'avoir un impact sur la faune, la flore, mais aussi sur les activités humaines. Beaucoup de sociétés insulaires sont fortement impactées par les filets fantômes. Je vous ai montré ici un extrait d'un très joli film d'animation qui montre comment les sociétés insulaires qui ont des petites embarcations à moteur se retrouvent très souvent avec les hélices prises dans des filets. Et donc, il y a des dispositifs pour documenter ces filets. Et puis, je vais passer vite, juste sur ce point. Pourquoi est-ce qu'on a des filets fantômes? Parce que parfois, ces engins de pêche vont être perdus par accident. Ils vont crocher. Rappelez-vous l'extrait que vous avez lu d'Anita Conti. Donc il va y avoir une avarie, ça arrive, et ça arrive encore aujourd'hui. Mais parfois, il va y avoir de la pêche illégale. Et cette pêche illégale, elle produit énormément de filets fantômes. Parce que dès lors qu'ils savent qu'ils sont surveillés ou qu'ils vont être arrêtés, souvent, ces pêcheurs délestent, c'est-à-dire abandonnent volontairement leurs filets. Donc on a un vrai problème. Et puis, fort de ce constat, un certain nombre d'artistes dans le nord de l'Australie, mais pas que, dans mon livre et grâce à mes études menées depuis une dizaine d'années dans le monde, j'ai identifié un certain nombre d'artistes dans le monde qui recyclent des filets pour lever finalement des mémoires, ici avec des personnes âgées, mais également avec des enfants. Et c'est ça qui est assez fort, c'est que certains ont produit un véritable art, donc soit un art de la vannerie, où on va reprendre là pour le coup des gestes et des formes assez traditionnelles. L'innovation est assez peu forte. Et le British Museum, qui avait acquis en 2011 des premiers exemples de GhostNet, l'avait vraiment avait acquis ces 2 vanneries pour des raisons curatoriales, c'est-à-dire pour vraiment démontrer la persistance de la vannerie tout en montrant qu'elle évoluait régulièrement, qu'il y a des logiques donc de persistance et d'innovation constante. Voilà l'exemple du panier du British Museum. Mais on a aussi, comme je vous l'ai montré, et je m'arrêterai sur cet exemple-là, un art des GhostNet qui a aussi ouvert la voie à des représentations beaucoup plus abstraites. Ici, c'est une fresque de plusieurs mètres de long, 6 mètres de long, qui a été réalisée uniquement par des artistes femmes
autochtones et non autochtones. Donc on a 3 femmes, Myriam Mer, donc de l'île d'Europe dans le détroit de Torres, et puis 2 de leurs collaboratrices qui sont australiennes, non autochtones, Marion Gamers et Lynette Griffiths. Et en fait, chacune ont tissé des éléments qui les amènent à revendiquer le lien fort qu'elles ont avec l'environnement salé, c'est-à-dire pas seulement la barrière de corail ou le récif corallien, mais plus généralement cette mer qui les entoure. Et juste pour vous donner le plaisir, on a en fait dans différentes communautés des styles très spécifiques qui en quelques années ont émergé, avec des artistes qui vont décider de déstructurer, je l'ai dit tout à l'heure, entièrement le filet de pêche, mais d'autres vont aussi faire le choix de le peindre, donc de produire en fait des nuances chromatiques. Et certains de ces objets vont réintégrer en fait une sphère plus rituelle et vont permettre en fait d'agir sur les relations entre l'humain et le non-humain. Avant qu'on me coupe la parole, je voudrais terminer, puis on poursuivra avec les questions, mais j'avais envie de dire que justement, par l'art de faire, par l'art du toucher, en déstructurant une corde marine, ici vous avez une corde qui paraît moche, tout effritée, presque odorante, et bien en fait, en la détressant, on va produire d'autres tresses, et en détressant ces autres tresses, on va sortir en fait un ensemble de fibres, donc certaines qu'on appelle une lame, c'est-à-dire une fibre qui va être beaucoup plus dense que les autres, et qui va permettre en fait d'élaborer certaines formes plus élaborées, et de produire cette partie que vous voyez au milieu, qui a en fait un élément qui donne à voir un contraste chromatique à l'image du blanchiment des coraux. Et ici, vous avez une vision un peu plus large de cette fresque qui donne à voir la beauté des coraux réalisés uniquement et seulement à partir de filets de pêche. Et donc, en fait, mon prochain projet, j'avais envie un peu dans le cadre de ces mardis de l'égalité de le dire, c'est un projet qu'on va mener avec le Muséum du Havre et avec plusieurs associations, personnes ayant notamment des déficiences visuelles, parce que je me suis rendu compte que dès lors que l'on parle de la pollution marine, cet art du toucher est absolument essentiel, et que par le faire et par le toucher, on découvre beaucoup plus la matérialité. Or, pour les déchets plastiques marins, la matérialité est omniprésente, elle doit être l'entrée première. C'est pas seulement que le déchet marin il perturbe la belle beauté de la plage blanche, c'est qu'elle vient abîmer, je vous l'ai dit, les voies respiratoires de certains êtres, elle vient perturber la fertilité d'autres êtres. Et donc, il faut absolument produire, c'est là notre intention, un livre qui soit un livre inclusif, tactile, et qui va permettre en fait de montrer les différents registres de valeurs que l'on peut accorder aux déchets, un déchet brut et un déchet transformé. Et donc là, c'est le lien avec l'art de Expedition, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on comprend mieux par le faire, par cette intimité que l'on décide de s'accorder à soi et aussi aux autres. Et en fait, lorsque on parle du déchet plastique, je me suis rendu compte que non seulement dans ma discipline, on avait assez peu de chercheurs qui travaillaient sur le plastique marin, mais je me suis rendu compte aussi lors des conférences que quand je demandais à mes étudiants, par exemple, de citer des noms de chercheurs, ces noms de chercheurs étaient très souvent masculins. Charles Moore, par exemple, qui est celui qui a notamment contribué à populariser l'expression de septième continent. Vous avez tous entendu parler de l'expression de septième continent, même si c'est une expression qu'on a récemment plutôt déconstruite, puisqu'il vaut mieux parler de soupe de plastique ou d'océan plastique, puisque, comme je vous le disais, une grande partie du plastique ne se situe pas en surface. Il est, à l'heure d'aujourd'hui, une des estimations scientifiques, c'est de dire que 99% du plastique n'est pas en surface, il est soit dans la colonne d'eau, soit au fond des océans, dans des canyons, parfois situés à plus de 4500 mètres de profondeur. Enfin bon, c'est impressionnant.
Donc, si j'en reviens à mes noms d'hommes ou non cités par mes étudiants, ils vont me citer, par exemple, pour l'expédition française 7e continent, ils vont me parler de l'aventurier Patrick Dexion, alors même que son projet a été, dès le départ, co-porté et co-imaginé par à la fois Patrick Dexion, certes, mais aussi par Alexandra Tehertalé, qui est une scientifique, une biologiste marine. Les 8 à 12 millions de tonnes de déchets plastiques déversés dans les océans chaque année que je vous ai cité et que vous aviez peut-être déjà entendu, c'est également un chiffre qui a été établi pour la première fois en 1995 par une scientifique américaine qui s'appelle Jenna Jambeck. Un peu une des étoiles montantes, si on peut dire ça comme ça, de la recherche sur les microplastiques, c'est Ika Polpon, qui est donc médaillée d'or CNRS et qui travaille donc à l'IUM, chez nous à l'UVBO. Emily Penn, qui a porté le projet d'Expedition. Donc j'avais envie de terminer cette communication sur cette liste non exhaustive de femmes extraordinaires à qui l'on doit finalement toutes ces recherches, à la fois sur les déchets plastiques, mais aussi plus généralement sur les expéditions maritimes. Et on leur doit que cette recherche ait tant évolué. Voilà. Merci à vous. Donc, si vous avez des questions. Je vais vérifier si le micro marchait bien. Comme on enregistre, voilà, s'il y a des questions, je vous passe le micro. Je sais que voilà, ça aurait pu le faire sans, mais pour l'enregistrement, c'est mieux. Donc n'hésitez pas à solliciter le micro. C'est toujours difficile tout de suite après de réagir. Il peut ne pas y avoir de questions, ça peut venir tranquillement autour de la table du libraire qui attend dans le hall. Voilà, si vous êtes intéressé par le livre de Géraldine qui est en vente à la sortie. Il y a une question à droite. Là. Je vais essayer de ne pas passer devant les caméras, mais je vais être obligée. Oui, bonjour. Déjà, merci pour votre intervention et la conférence. Et j'avais juste une petite question par rapport aux chiffres que vous avez montrés tout à l'heure, qui mettaient 80% de la pollution marine est d'origine terrestre. Et du coup, qu'est-ce qu'il en a des 20% qui sont restants en fait? Alors, justement, ils préviennent des activités maritimes, donc merci pour la question. Donc, activités maritimes, ça va être tout ce qui est travail du pétrole sur les stations maritimes. Il va y avoir aussi l'activité des pêcheurs, mais aussi la marine, par exemple, qui peut perdre, alors c'est plus rare, c'est plus anecdotique, des osières, et puis il va y avoir aussi les naufrages qui produisent également. Mais c'est principalement et avant tout les hydrocarbures qui occupent la plus grande partie de ces 20%. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou questions? Il y en a une à gauche. Ça me réchauffe de traverser la salle. D'abord, merci aussi pour cette conférence plus qu'intéressante. Je me permets de plutôt... c'est plutôt une remarque qu'une question. Je travaille sur dans le cadre de mes mémoires, j'effectue la monographie de l'exposition Planète hors plastique qui est à Bordeaux en ce moment. Et je voulais faire un travail comparatif avec... parce que c'est une exposition itinérante, en fait, produite par National Geographic. Et elle a été aussi accueillie en Australie. Mm-hmm. Et dans cette exposition-là, on voit des œuvres. Je me demande d'ailleurs si c'est des œuvres qu'on peut qualifier de ghostnet. Non. D'accord. Et je ne sais pas du coup comment différencier ces œuvres-là. En fait, c'est une appellation que l'artiste promeut ou... Première question. Et ensuite, je trouvais ça intéressant parce qu'à Bordeaux, c'est une exposition qui est seulement photographique. Et pour le public, se pose alors la question de qu'est-ce qui permet de faire réagir le public. Est-ce que c'est plutôt une exposition photo comme à Bordeaux où les clichés en fait se veulent assez violents dans le sens où les photographes
mettent en relation le vivant avec le plastique, donc des tortues comme on a pu voir tout à l'heure qui se prennent dans les filets, ou alors est-ce que on peut, comme vous l'avez dit, rendre joyeux ce matériau avec de telles sculptures comme en Australie. Voilà. Merci beaucoup pour la double question. Alors, plusieurs éléments de réponse. Alors, nous, l'expression art des Gosnets, on va vraiment l'employer uniquement pour catégoriser des œuvres faites principalement à partir de filets de pêche, puisque c'est une des spécificités. Il y a en effet beaucoup d'œuvres réalisées depuis plusieurs années par des artistes qui vont travailler le sac plastique ou des éléments de déchets plastiques. Mais sur le filet, parce que celui-ci amène cette notion de matérialité, parfois de gigantisme. C'est pour ça que j'ai commencé ma conférence avec ce crocodile de 11 mètres de long, mais aussi cette présence des tout petits éléments de ces fibres qui vont être juste cousus. On a cette double matérialité, cette double presque taille, qui va nous amener en fait à les catégoriser en tant que tels et comme un mouvement artistique à part entière, avec vraiment des logiques de collaboration, des logiques aussi de transmission un peu en libre accès, en open access, comme on dirait, donc avec des artistes qui vont transmettre de manière très généreuse les processus créatifs, ce qui est assez rare dans le monde de l'art contemporain. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. C'était pas une conférence sur l'art des Gosnets, donc c'est vrai que j'ai été un petit peu vite sur cette question-là. Je serais ravie d'en reparler avec vous plus avant. Donc ensuite, sur l'exposition que vous avez citée, en effet, c'est une exposition qui va donner à voir de manière très pédagogique le problème, sa présence dans les différentes zoos et terres du monde, mais et au sein de laquelle sont intervenus quelques artistes. Je pense à Mandy Barker, qui est une très grande photographe qui donne à voir de manière assez spectaculaire le plastique. C'est pour ça que je vous ai mis cette image ici sur le PowerPoint, puisque avec Expedition, on a eu la grande chance de passer par l'archipel de Pitcairn. Je ne sais pas s'il y a des navigateurs ici, mais c'est un peu une des grandes régions qui fait rêver la plupart des navigateurs, les historiens aussi, parce que peut-être ceux qui ont entendu parler du naufrage du Bounty, par exemple, les naufragés du Bounty. Voilà, c'est dans ce coin-là, hein, c'est 6 îles. Nous, on aurait dû justement mettre pied à terre et conduire une expédition et une analyse très précise de la pollution, puisque comme ce sont sur les 6 îles, 5 sont inhabitées et elles sont très éloignées des grandes zones, non seulement urbaines, mais tout simplement des zones habitées. On a une accumulation absolument incroyable de plastique et on n'a presque jamais de nettoyage de plage. Et donc, en fait, comme un archéologue, on va découvrir ces strates qui s'accumulent les années après les années. Donc, il y avait eu une étude faite au début des années 90 et une seconde en 96, et qui démontrait que le taux de pollution au plastique avait été multiplié par 4000 en 6 ans. Voilà. Donc c'est absolument incroyable. Donc nous, on devait normalement s'y arrêter. Bon, avec la pandémie, on n'a pas eu le droit, parce qu'il y avait un côté un peu paradoxal de ne pas avoir le droit de mettre pied à terre sur un îlot inhabité, mais je passe sur cet élément-là. Et Mandy Barker a justement participé, donc cette très grande photographe, plutôt spécialisée justement dans la photographie de déchets marins, a participé à une expédition sur cet archipel-là, organisée par National Geographic, et à ce titre, elle a une place assez importante dans l'exposition, et je vous invite vivement à découvrir son travail. Sur la question que vous me posiez sur, finalement, comment est-ce qu'on fait réagir les gens, on sait depuis quelques années, il a été documenté par différentes disciplines, dont la psychologie sociale, qu'il y a une forme d'éco-anxiété qui est parfois ressentie par des individus, notamment chez la jeune génération, elle semble être assez présente. Et on voit aussi que dans le monde de l'art, parfois les gens distinguent
leur ressenti entre ce qu'ils ont au moment où ils lisent des articles et le moment où ils voient des œuvres d'art qui adressent la question de la pollution plastique. Et on se rend compte que parfois, ces démarches artistiques, parce qu'elles, justement, elles amènent un pas de côté, elles ne vont pas susciter cette forme d'anxiété, de « c'est glauque ». Elles vont plutôt susciter des interrogations, des questionnements, voire parfois, a priori, d'abord un émerveillement. On a certaines œuvres où les gens arrivent en disant « Waouh, c'est beau !» « Ah, c'est quoi ? Ah, c'est un filet ? Mais attendez, je ne comprends pas. » Et en fait, par cet ancrage-là, eh bien, on arrive à attirer un public et à l'amener à penser aux différents éléments qui causent cette pollution. Donc, il ne s'agit pas du tout de dire « Oh, comment vous pouvez faire du beau avec du lait » ou « C'est horrible de dire qu'on peut faire du beau avec des déchets ». Comme moi je le dis souvent, ces déchets ils sont déjà là, donc l'artiste il n'est pas en train de produire des déchets, il utilise les déchets qui sont présents. Potentiellement, il donne à voir des déchets que la plupart des gens ne vont pas voir. Donc deuxième démarche plutôt positive à mon sens. Et troisième démarche, c'est que comme ces artistes, en tout cas pour cet Art des Gosned, mais quelques autres artistes, je trouve que Mandy Barker le démontre très bien également, comme en fait ils amènent une forme d'ambiguïté, on ne sait pas très bien, il y a une forme d'émerveillement qui se dégage du rapport à l'œuvre, eh bien en fait les gens vont être beaucoup plus curieux et vont vouloir rentrer un peu plus dans la question et ne se sentiront pas mis en danger par la représentation. Je trouve que parfois on a des œuvres ou des dictats qu'on va voir dans la presse où on va vous dire oh, vous êtes des pollueurs, c'est horrible ce que vous faites. Oui, mais le problème c'est qu'en psychologie sociale, il a été démontré que c'est pas la meilleure manière de faire changer les gens. Donc voilà, c'est une réponse un petit peu longue, mais votre question était extrêmement importante. Donc, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on clôt là et on vous retrouve dans le hall? Visiblement, plus de questions. Ils ont trop froid. On va vous remercier, Géraldine Leroux, pour cette dernière conférence 2022 des Mardis de l'égalité. Et je donne rendez-vous au public le 17 janvier avec le premier Mardi de l'égalité 2023 qui s'intéressera au queer dans l'histoire de l'art, donc avec un tout jeune docteur en histoire de l'art, Quentin Petit-Didual, dans le cadre d'un focus queer où il y aura un cabaret drague au tambour, une exposition sur la mezzanine, voilà, des tas de projets autour de la culture queer. Donc on vous donne rendez-vous en janvier. Et merci encore, et merci à l'UBO, et merci à l'ESS Cargo pour le partenariat de ce soir qui était une première. Bonne soirée à tous. Merci à tous.